Donc, le troisième peintre que je vous propose, c'est Franciszek Kupka, qui lui aussi a été théosophe, qui est né dans la Bohème orientale et qui, par la suite, va venir vivre sur Paris. Alors, c'est un jeune garçon qui a eu une enfance très solitaire, qui a vécu une jeunesse relativement triste. Pour un peintre, il faut savoir que sa belle-mère, qui s'occupait de lui détruisait ses petits dessins. Elle lui interdisait de s'occuper de dessins, de croquis. Et ce n'était qu'en se cachant dans son grenier qu'il pouvait s'adonner à sa passion. Et tout ça conduit Kupka finalement à se refermer par rapport à son entourage. Alors, les persécutions de sa belle-mère vont expliquer certainement pourquoi Kupka s'est transformé en rebelle et va s'insurger plus tard contre toutes les injustices qu'il voyait sur la scène du monde. Au milieu desquels il a été obligé de vivre. Donc il faut voir que Kupka, c'est aussi un parcours très singulier. Donc il est peintre, il va faire les grandes écoles aussi de peinture, et puis il s'adonne au spiritisme, Kupka. Mais on va voir aussi que toute sa démarche spirituelle va faire aussi qu'il va se retrouver dans des mouvements comment je pourrais dire, très contestataire, hein, des courants libertaires. Il va ensuite écrire dans des revues relativement aussi critiques par rapport au monde de son époque. Donc c'est un parcours assez singulier pour notre peintre Kupka, qui va faire l'Académie des Beaux-Arts de Prague. Et au départ, donc, il va être mentionné comme l'un des meilleurs figuratistes de son époque. Alors, il s'intéresse aussi, par ses lectures, à la philosophie grecque, au philosophe Schopenhauer, qui est le premier qui va introduire des notions le bouddhisme et l'hindouisme. Il s'intéresse à Nietzsche aussi. Il s'intéresse également à Dante au niveau de la littérature classique. Mais il est aussi passionné d'anatomie, de chimie, d'astrologie, d'histoire naturelle. On pourrait dire que c'est le propre de l'honnête homme. Jean, excuse-moi, est-ce que tu peux En partager à nouveau ton écran? 1890, qu'il va être initié à l'occultisme, et au niveau de Prague, qu'il va fréquenter des cercles spirites. Alors, quand on étudie un petit peu Kupka, on s'aperçoit qu'il fait véritablement des expériences que l'on pourrait qualifier de spirituelles, voire de spirit. Il dit dans une des réunions de spiritisme avoir invoqué l'esprit de Ménès, qui est un peintre classique tchèque mort dans la folie. Dans une autre lettre, il dit avoir vu Ménès se matérialiser devant lui. Kupka décrit ses visions comme quelque chose qui, pour lui, quand il est dans cet état, représente un lourd effort psychique correspondant à ce qu'on pouvait appeler à l'époque une maladie sentimentale. Alors voilà un tableau de Kupka que vous voyez, que j'ai d'ailleurs chez moi, et qu'il a intitulé La Voix du silence, qui est un tableau de 1903. On le voit, il passe, c'est un homme seul qui passe devant ces sentinelles égyptiennes représentées par des sphinx.
C'est en 1898 qu'il va peindre une aquarelle importante qui est l'âme du lotus, qui est aussi une composition en triptyque, un peu comme l'avait fait Mondrian, hein, sur un motif indien. Alors on voit qu'il y a une partie beaucoup plus académique, hein, qui va s'opposer à l'apparition toute lumineuse de l'âme du lotus, traitée dans le pur style de l'art nouveau de l'époque. On retrouve des lotus sur la plupart des bâtiments en ce début du XXe siècle. Dans la partie centrale du triptyque, le bouton de lotus se perd à la surface de l'eau, exprimant sans doute le désir intérieur. L'eau représente la psyché, le psychisme. En ce sens, ce triptyque pourrait correspondre à la construction ésotérique classique, hein, de l'homme divisé entre le corps physique, l'âme et encore l'esprit. Bien sûr, on le sait que ce symbole du lotus est très présent en Orient et plus particulièrement en Inde. Il est considéré également comme un lotus sacré. Je crois que vous en avez certainement reparlé aujourd'hui à l'occasion du 8 mai. Alors, comme tous les théosophes, il croyait que la vie est une force de conscience, essence de toute chose, que la nature se manifeste dans des structures rythmiques et géographiques, dont l'artiste doué d'intuition peut en découvrir toute la beauté. Alors on va voir que la peinture de Kupka n'est pas forcément une peinture abstraite, hein, bien sûr. Voilà ce que Kupka peint aussi, la vague. J'aime bien ce tableau aussi. Ça se situe en Bretagne. Et puis, Kupka va être figuratif, mais un peu plus épuré. Il nous livre aussi son Prométhée. On a beaucoup de tableaux de Prométhée à cette époque-là, beaucoup de tableaux de Sphinx aussi, dans cette période du début XXe siècle. Voilà le Prométhée de Kupka avec des couleurs primaires quand même, hein, du rouge, du bleu. Voilà un autoportrait de lui-même. Donc en 1896, il vient à Paris, il va fréquenter l'Académie Julian, il fait l'École des Beaux-Arts de Paris. Et il nous propose une toile qui s'appelle Les Nénuphars, qui est sans doute une représentation relativement mystérieuse, hein. On voit que à la surface de l'eau se trouve, alors j'aurais aimé vous la montrer, mais j'ai un peu du mal à la... Oui, la voilà. Voilà, je pense que vous la voyez là à l'écran. Vous voyez la toile Les Nénuphars. Oui. Elle a aussi un autre nom qui s'appelle L'origine de la vie. On la trouve sur ces deux noms, Les Nénuphars ou L'origine de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette toile? À la surface de l'eau, calme, miroitante, fleurit un grand lotus, d'où sortent deux cercles blancs. Et au sein de ce cercle, du haut, se trouve un embryon humain, relié par un cordon ombilical à une source rayonnante qui émane du lotus. Donc on voit là tout l'aspect spirituel, hein. Et puis on sent la pointe orientaliste, hein, et théosophique, hein, bien sûr. Les différentes interprétations
qui ont été faites de cette peinture mettent bien sûr en avant une explication théosophique représentant le symbole du lotus. Et l'embryon humain représenterait le lien existant entre le microcosme et le macrocosme. L'eau est est un élément qui est souvent présent dans l'œuvre de Kupka. Il peut faire quelque part songer à un miroir qui sépare les deux mondes. L'idée du miroir, là, comme dans... c'est Alice, hein, quand elle passe de l'autre côté du... Donc le miroir, il y a ce côté ambivalent de deux mondes, d'un passage d'un monde à l'autre aussi. Pour un de ces biographes qui ont réfléchi aussi à cette toile, le cosmos, quelque part, accouche de l'humanité à travers laquelle il peut se regarder comme dans un miroir par l'avènement de la conscience. Alors, pour certains qui sont passionnés de films de science-fiction, vous avez dû certainement voir, c'est très ancien tout ça, 2001, Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. Je ne sais pas si ça vous parle. Non? À la fin de ce film, on voit qu'un être humain revient sur Terre sous la forme d'un embryon, comme s'il y avait une forme de réincarnation quelque part. Ce film date de 1968, donc de Stanley Kubrick. C'est un film culte, 2001, Odyssée de l'espace. Et à la fin du film, on voit cette vision enchanteresse de l'enfant des étoiles, une sorte de fœtus flottant, c'est la fin du film, qui va irradier dans la nuit cosmique. Alors, c'est assez étonnant qu'il y ait près de 50 ans de distance qui sépare quelque part ce film de Stanley Kubrick de cette peinture de Kupka. Ces deux images restent cependant très contemporaines. Il n'est pas question, bien sûr, ici, de l'influence de Kupka sur l'éventuelle vision de Kubrick, mais il y a toujours cette idée de retour à des mythes originaires, certainement modernisés par le cinéma ou autre chose, mais qui vont d'emblée nous situer dans l'évolution, dans cette notion d'évolution, cette notion de cycle et d'évolution de notre cosmos, et nous questionner sur les origines de la vie et de l'humanité. Kupka ne manquera pas à cette réflexion qui est aussi essentiellement théosophique. Je le cite. Et puis j'ai peint aussi quelques motifs de paysage qui représentaient la plupart du temps l'autre rive. L'autre rive. Je me sentais toujours attiré par elle. Je sentais que là m'attendait une sorte de vie nouvelle. Mais cette vie se trouvait toujours de l'autre côté de l'eau, de l'autre côté de l'eau noire. Sur la toile du Sphinx que je vous ai montré précédemment, qui en fait s'appelle la voie du silence, il y a une petite devise écrite en latin, dont la traduction est française, et en français, « Pourquoi sommes-nous créés ?» Pourquoi sommes-nous créés? Alors on sait aussi qu'à cette époque, Kupka recevait la revue théosophique Le Sphinx et qu'il avait lu très certainement également les grandes lignes de la voie du silence d'Elena Blavatsky. Alors, il va écrire par la suite à des numéros, faire des gravures aussi, dans un journal qui s'appelle L'Assiette au beurre entre 1901 et 1907. Des numéros un peu spécialisés par thème,
notamment sur l'argent, sur la paix, sur les religions. Donc on voit aussi que Kupka, il a sa démarche spirituelle, mais c'est aussi quelqu'un qui, à un moment donné dans son parcours, va être critique et va également s'engager. Il dénonce une société inégalitaire qui est asservie par l'argent. Il s'élève contre les guerres coloniales. Il dénonce aussi le fanatisme religieux. Voilà pour Kupka, pour ne pas être très long, mais on pourra peut-être y revenir. Et je voudrais aborder avec vous maintenant Paul Gauguin. Paul Gauguin, dont on met en avant depuis peu de temps seulement l'influence théosophique au niveau de ses œuvres. C'est quelque chose de relativement récent. Alors Gauguin va être sensibilisé à la théosophie par deux fois, j'allais dire. Une première fois, Paul Gauguin va accompagner un groupe d'amis peintres autour notamment de Paul Sérusier et d'autres à Pont-Aven. Et c'est là que Gauguin va peindre la bataille de l'Ange et de Jacob, donc qui est biblique, qui est spirituel. Voilà cette toile. Donc on voit ici Jacob qui se bat avec l'ange, et on voit que ça se passe à Pont-Aven, parce que les personnages féminins ont une coiffe typiquement bretonne. Voilà. Pont-Aven est un joli petit port de Bretagne. Alors, là, il va rencontrer Paul Sérusier. Alors, Paul Sérusier, qui est aussi peintre, Paul Sérusier est passionné d'occultisme. Il connaît la théosophie. Il a lu également les grands initiés d'Édouard Churet. Et il a lu la doctrine secrète d'Helena Blavatsky. Et c'est lui qui, le premier, va en parler à Paul Gauguin. Ces artistes-là autour de Paul Sérusier s'étaient regroupés dans un ensemble qu'ils s'appelaient eux-mêmes les nabis. Voici par exemple Paul Élie Ranson en costume de nabi. Voilà, ils avaient créé leur petit groupe un peu spirituel à la marche. Ils se nommaient eux-mêmes les nabis. Les nabis correspondent aujourd'hui à un courant de peinture et regrouper quelques peintres de l'époque. Voilà. Mais quelques peintres fortement intéressés par la spiritualité et les recherches spirituelles de leur temps. Donc, comme on le voit, ils avaient lu les grands initiés de Churet, la doctrine secrète, enfin du moins en partie, la clé de la théosophie. Cette préoccupation correspond à une idée répandue à cette époque dans les milieux intellectuels français. L'obsession de la théosophie, une foi nouvelle, affirmant que toutes les vérités qui sous-tendent toutes les autres religions et qui finalement n'offreraient rien de moins que le secret de la vie. Donc il y a un engouement pour ces jeunes peintres, et cet engouement, il le transmet dans un premier temps Gauguin. On peut dire que le premier contact avec la théosophie se fait par Paul Sérusier à Pont-Aven. Alors il est vrai que Sérusier, lui, est passionné de pratiques mystiques, occultistes. Comme on l'a vu, c'est la grande époque. Hein. Et ce groupe de peintres, les nabis, adhèrent à ces idées. On sait aussi que c'est la période où Helena Blavatsky vient de passer par Paris. Et les journaux ont énormément relaté le passage d'Helena Blavatsky à Paris.
Et ce passage va aussi susciter un engouement parmi les écrivains et les artistes de l'époque. La deuxième fois que Paul Gauguin va croiser la route de la théosophie, ça se situe dans les îles, à Tahiti. On sait qu'il va vivre à Tahiti et qu'il finira sa vie dans d'autres îles et les Marquises un petit peu plus tard. Il rencontre un certain Jean Souvi, alors âgé de 80 ans, qui est un de ses voisins à Tahiti. Il s'intéresse, ce Jean Souvi, aux questions spirituelles. Et Souvi a dirigé l'imprimerie gouvernementale avant de s'installer dans une petite île près de Tahiti, où il a d'ailleurs fait construire une école pour les enfants autochtones. Si Souvi s'intéresse aussi à Paul Gauguin à cette époque, c'est parce que ses études personnelles l'ont amené à étudier la théosophie. Et il faut savoir que Souvi, ou du moins les recherches de Souvi, ont été alimentées par des publications théosophiques émanant de la branche de San Francisco de la Société théosophique. Depuis son départ à la retraite, Souvi travaille à un recueil de pensées axé sur différents sujets philosophiques, théosophiques, qu'il a intitulé d'ailleurs Cogitation. Alors il faut savoir que ce recueil qu'écrit Souvi, pour pouvoir l'écrire, il se sert de matériaux écrits par un certain Massé. Le voilà. Massé, qui est un des fondateurs de la Société théosophique à New York en 1875. Alors, Massé a écrit un ouvrage qui est réédité chez certains éditeurs en anglais, A Book of the Beginnings, le livre des origines, où il dit ni plus ni moins que finalement le mythe de Jésus, finalement c'est une reconduction d'Horus, des anciens Égyptiens. Bon, il ne dit pas que ça, il y a tout un ouvrage là-dessus. En fait, c'est une approche très syncrétique des religions, comme le pensait également la société théosophique, notamment à ses débuts. Et finalement, Souvi a découvert ce livre de Massé qu'il traduit plus ou moins en français, et il se sert de ce matériau pour essayer d'écrire ses propres cogitations, ses propres réflexions, et bien sûr, tout au long de son séjour à Tahiti, il en fait part à Gaudin. Et on va voir qu'à partir de là, quand même, la peinture de Paul Gauguin va évoluer vers un syncrétisme plus ou moins important aussi. On va le voir dans certaines de ses toiles. Pour Massé, dans son ouvrage Le christianisme n'est finalement qu'un avatar d'Horus, et c'est la christolatrie, entre guillemets, qui a fait de ces mythes la légende d'une personne réelle, dotée de pouvoirs divins. Il termine: l'Église a donc rompu le flot impérieux de connaissances spirituelles qui aurait dû unifier l'espèce humaine grâce à une vérité universelle unique et omniprésente. Alors on va voir qu'à partir de là, Paul Gauguin adhère totalement à ce qu'il lit, bien qu'il n'ait dans ses mains pas le document, le livre officiel de Massé, mais simplement des parties de traduction de son ami Souvi. Mais il y adhère totalement. Massé, Souvi trouve en Gauguin un disciple parfait.
Et à partir de là, on va voir qu'il y a une évolution qui va se faire petit à petit chez Gauguin. Et on peut voir normalement également, voilà la toile à un moment donné que va peindre Gauguin, qui est une toile que sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, hein. C'est une toile éminemment spirituelle, hein. J'allais dire, c'est la question de base de toute démarche spirituelle, hein. Donc on voit des jeunes gens et on voit les gens en fin de vie, mais on voit aussi qu'il y a des divinités qui sont relativement syncrétiques aussi, hein. Parce qu'en fait, au début, on va voir que Gauguin à peine des Christ en croix, hein, le Christ jaune, etc. Et on va voir qu'à partir de sa rencontre avec la théosophie, Gauguin va essayer de donner à ces tableaux une forme syncrétiste, beaucoup plus évidente. Donc ce tableau est considéré comme un tableau d'influence théosophique. Celui-là aussi, il va peindre le grand Bouddha aussi. Donc il commence à faire entrer des divinités orientales dans le panthéon de l'ensemble des divinités. Et on sait qu'aussi à cette époque-là, Gauguin va s'intéresser également aux populations locales, hein. Il va essayer de les aider, il va essayer parce qu'il comprend que toutes les traditions sont importantes et que finalement, il faut les mettre sur le même pied, que ce soit des traditions autochtones ou des traditions de cultures différentes. Et là, il y a une vraie, il y a un vrai changement chez Gauguin. Et c'est quelque chose qui a été ignoré pendant longtemps, hein. C'est véritablement de façon récente. On sait que Gauguin aussi a fait un certain nombre de sculptures sur bois. On voit que ces sculptures-là sont très syncrétiques. Et pour la plupart des experts, hein, des historiens de l'art, effectivement, ce changement correspond effectivement à la lecture ou du moins à la connaissance des idées théosophiques, ne serait-ce que par l'intermédiaire de Massé et de Souris sur Tahiti. Voilà ce que je voulais dire sur Kupka et Paul Gauguin. On peut faire une petite pause de questions. Oui, donc encore une fois, Jean, si tu veux bien retirer le partage, que je puisse. Voilà, merci. Donc la période de questions est ouverte. Il y en a une qui m'est venue en tête, surtout dans ta deuxième série de la conférence, là, parlant de Kupka et de Gauguin. Ce sont tous des contemporains, relativement, là, de Madame Blavatsky. En tout cas, avant, ils étaient jeunes lorsque Madame Blavatsky a écrit, lorsque la Société théosophique s'est fait connaître. Par la suite, évidemment, Madame Blavatsky est décédée, puis bon, ben, eux se sont inspirés de ce qu'elle a laissé. Maintenant, donc on peut parler de l'époque, de la fin de l'époque de la vie de Madame Blavatsky, puis du début de la Société théosophique qui a influencé ces artistes. Est-ce que on peut dire que le phénomène se poursuit dans le temps jusqu'à nos jours, ou bien ça s'est produit parce que, comme tu l'as un peu mentionné tantôt, toute œuvre est fille de son temps, c'est-à-dire que les artistes de cette époque-là se sont inspirés de quelque chose qui était fort à leur époque, c'est-à-dire un retournement, là, un certain retournement dans les pensées, du matérialisme vers le spiritisme, du matérialisme vers le spirituel, et puis qu'on cherchait autre chose et que la société théosophique
finalement amenait un questionnement en lien avec le spirituel, mais est-ce que c'est parce que c'était uniquement très fort à cette période-là? Est-ce que ça se poursuit ou bien... Alors oui, je pense qu'il faut remettre dans le contexte, hein. Et en fait, ça correspond aussi à l'époque où il y avait une véritable puissance du mouvement théosophique, hein. La, 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 la période peut-être la plus forte de la société théosophique, elle va entre 1900 et 1933, j'allais dire, ou 1940, à la veille de la guerre, qui oblige à relire, d'ailleurs, les écrits d'Elena Blavatsky, hein. Je parle de Charlie Better, hein, on l'a vu pour Kandinsky, puisqu'il le cite souvent dans Spirituel dans l'art, mais on l'a vu également pour les formes pensées. Voilà. Alors ensuite, oui, il y a eu d'autres artistes. Le problème dans tout ça, c'est que ça soit Kandinsky, Mondrian, Kupka, Gauguin, c'est quelque chose de récent, d'affirmer de façon plus forte l'influence aujourd'hui de la théosophie auprès de ces peintres. C'est-à-dire, je crois que c'est quelque chose qui a été masqué. Parce que moins académique, j'allais dire. Voilà, à un moment donné, on a pas mal de biographes qui ont essayé parfois de déconstruire des choses pour pas mettre au premier plan l'influence des idées théosophiques, hein. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus récent qui commence à rentrer aujourd'hui. Il y a eu énormément de colloques sur l'art, sur la peinture, et tous ces colloques, y compris des colloques scientifiques, universitaires, commencent véritablement à dire oui, il y a une influence théosophique évidente, hein. Et c'est très récent. Je suis allé moi-même lors de ma visite à l'exposition de Kupka ou de Gauguin, regarder tous les panneaux pour voir si l'influence théosophique était notée. Et j'ai été assez ravi de voir que ça a été le cas pour Kupka, ça a été le cas pour Gauguin. Mais pendant des années, on n'en a pas du tout parlé. Je vous parle d'expositions qui ont eu lieu il y a 4-5 ans. Donc c'est un phénomène quand même récent de rétablir un petit peu le résultat des courses, quoi, entre guillemets. Ce qui n'était pas forcément vrai. J'ai étudié par exemple le fameux compositeur de musique Scriabine, qui est éminemment théosophe. Eh ben, parfois, certains écrits s'attachent à dire que oui, ça n'a été qu'une partie de sa vie. Alors que, par exemple, pour sa composition monumentale, le poème de feu, qui devait être l'œuvre de toute sa vie, avec une œuvre qui devait continuer encore plus importante, on a retrouvé un croquis dans un de ses cahiers qui représente une sorte d'auditorium musical dont il avait le projet de faire construire cet auditorium à Adyar, sur le campus de la Société théosophique. Donc Scriabine a été théosophe pour moi d'un bout à l'autre de son parcours. En plus, il est mort relativement jeune. Voilà, mais comme les choses ne sont pas forcément académiques, hein, c'est un petit peu l'idée pour Kandinsky de dire ah, mais il est tout d'origine russe, donc influencé par l'orthodoxie. Oui, effectivement, c'est évident, il est dans un milieu, mais c'est un personnage qui a toute une évolution spirituelle. Alors, on a eu d'autres artistes, il y a eu d'autres artistes théosophes, d'autres influences de l'art aussi aux États-Unis. Effectivement, je ne sais pas tous les noms effectivement en tête. Ça pourrait faire l'objet
de photographes aussi, d'architectes, hein, d'architectes théosophes aussi, qui ont essayé de mettre les idées théosophiques dans leur art. L'architecture, la peinture, des peintres plus récents, on va dire. Mais avec tout ça, on arrive timidement, oui, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Parce que le courant est établi après. Aujourd'hui, on parle de l'abstrait, on explique ce qu'est l'abstrait, on pense expliquer comment ils en sont venus à l'abstrait. En fait, c'est quelque chose de tellement établi qu'on en oublie parfois la genèse. Et peut-être qu'il ne faut pas voir ça collectivement, mais en prenant un auteur, un peintre après l'autre, et en allant visiter son enfance, sa vie, ses rencontres, etc., c'est là qu'on va avoir tout un faisceau d'indices. Très souvent, je vais vous donner un exemple qui est un exemple qui est pas dans l'art. Hein. Maria Montessori. On sait que c'est quelqu'un d'éminemment spirituel. On sait qu'elle était plutôt dans une démarche christique, voire chrétienne, hein, si du moins ce qu'en disent les personnes. Bon, Gina Rajadaza retrouvera la carte de membre de Maria Montessori, de la Société théosophique, directement à la section européenne de théosophie, qui date de la fin du 19e, elle connaît Annie Besant, etc. Très peu de personnes parlaient ou parlent aujourd'hui de l'influence théosophique sur les idées de Montessori. Hein. Montessori. Et on sait par contre qu'à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, elle était inspectrice générale des écoles italiennes, avec la montée du fascisme en Italie, et elle refuse de se placer sous les ordres de Mussolini, etc. Et donc elle fuit l'Italie, un périple qui passera par l'Espagne, voire l'Angleterre, et en fait elle va passer toute la période de la Deuxième Guerre mondiale à Adia, à la Société théosophique, où elle va tester sa méthode d'enseignement. On a retrouvé des brochures en anglais, L'Enfant, hein, un de ses ouvrages majeurs de l'époque. Elle va tester sa méthode qu'elle va ensuite développer à son retour en Europe, mais elle va la tester au sein des écoles théosophiques et elle va former les instructeurs théosophiques. Donc, c'est un petit peu ce que Helena Blavatsky écrivait de la doctrine secrète. Elle disait je ne serai comprise que dans plus d'un siècle. Je crois qu'aujourd'hui, on refait des découvertes, notamment sur la peinture, sur l'influence théosophique de la peinture, sur la nouvelle éducation, sur toutes sortes de domaines où la théosophie a été partie prenante. Sauf que les théosophes sont des personnages relativement discrets. C'est-à-dire, ils étaient investis dans un certain nombre de domaines sans forcément faire une structure qui n'était que théosophique. Par exemple, dans l'éducation, nous avons un personnage important comme Béatrice Ensor, Béatrice Norman, de son nom de jeune fille, qui était une Anglaise née à Marseille d'ailleurs. Son père était armateur, s'occupait de bateaux en France et à Gênes. Béatrice Ensor a été un des piliers de la nouvelle éducation. Elle a eu l'intelligence de créer un mouvement autour de la nouvelle éducation qui n'était pas forcément théosophique, mais dont les théosophes composaient véritablement l'architecture du mouvement. Aujourd'hui, il y a des écrits qui sortent
notamment de personnages de l'UNESCO, les Nations Unies, qui disent carrément que l'UNESCO a été créée à l'origine par les pionniers de la nouvelle éducation, dont les théosophes étaient majoritaires à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si vous voyez le lien, quoi. Nouvelle éducation, théosophie, UNESCO. Il y a des choses comme ça qui ressortent aujourd'hui et qui ressortent naturellement, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous revient par de véritables recherches aussi universitaires qui donnent voilà, un petit peu plus de poids aux écrits, quoi. Et je pense qu'on a encore trouvé d'autres choses dans la peinture parce que les liens Théosophie-Gauguin sont ce lien, ces ponts sont relativement très récents aussi. Donc, tu nous démontres que ça va bien au-delà uniquement d'une influence sur l'art, mais aussi au niveau de l'éducation et dans d'autres domaines. Ouais, l'éducation, dans la politique, bien sûr, hein, avec Annie Besant. Le féminisme, égalité homme-femme, enfin, je veux dire, dans tous ces moments, il y a des théosophes. Hein. Oui. Il y avait, j'ai vu la main, en fait, la main virtuelle de Robert, puis j'ai vu aussi Martine qui s'est manifestée. Donc, Robert. Ben, j'avais un peu rebaissé la main parce que, Jean, tu as pas mal répondu à la question par rapport au fait qu'on ne parle pas beaucoup de la théosophie dans les arts, mais j'ai remarqué aussi qu'on ne parle pas beaucoup des arts dans la théosophie. Pourtant, si on prend par exemple la doctrine secrète, Madame Blavatsky va s'en donner à cœur joie avec les religions, avec les philosophies, avec la science de son temps. Elle va souligner les bons points, elle va souligner les autres points aussi. Mais à part Gina Rajadasa, et même là, moi, ce que j'en connais, en tout cas, c'était comme très limité dans quelque chose d'un peu architectural. Mais la théosophie semble avoir été énormément influencée par l'art, mais on n'en parle pas de ces pionniers-là, tandis qu'on parle des autres. Alors, il y a, en fait, il faut savoir que dans le début de la théosophie, c'était le média aussi, la peinture qui existait. On va avoir très rapidement des portraits des maîtres qui vont être faits aussi par un peintre connu de l'époque. Il faut savoir quand Leadbeater et Besant vont écrire Les formes pensées, l'homme visible, l'invisible, ils vont faire aussi appel à des peintres parce que tous leurs livres vont être nourris de schémas, de peintures, de croquis, faits par des peintres de l'époque aussi. Donc, ils vont utiliser, il y a des peintres qui vont être effectivement autour de la théosophie, mais effectivement, on parlera plus de l'œuvre que effectivement de leur concours à l'intérieur de l'écrit pour réaliser des formes pensées de telle ou telle couleur. Je pense que vous connaissez bien sûr tous ces ouvrages. Merci beaucoup. Martine? Ben oui, mais en fait, c'est ça, je me suis toujours posé un peu la question, pourquoi que les historiens de l'art ont complètement mis de côté l'aspect initiatique, l'aspect de spiritualité chez les artistes qui ont tous une très grande sensibilité à cette dimension. Et moi, dans mes études, ben non, j'ai jamais été exposée. On ne m'a jamais parlé de théosophie quand on me parlait de Gauguin, quoi. Je veux dire, non. Gauguin, c'est très récent. Ouais. Non, m'échappe, mais je pourrais vous donner la thèse de l'Australien qui a travaillé là-dessus, effectivement, qui a mis des choses en avant. Et après, bien sûr, il y en a d'autres qui ont cherché à partir de là. Des fois, vous avez même les familles qui n'osent pas trop, voilà, Scriabine, etc. On vous dit presque c'est un péché de jeunesse, il était théosophe, parce que tout le monde était théosophe, etc. On vous dit, oui, Mondrian était théosophe, mais c'est au début.
les Pays-Bas, etc. Et puis après, il est rentré. Après, à Paris, il n'en parle plus. Mais il dit lui-même qu'il n'en parle plus. Il dit, il parle des grands initiés, donc il commence toujours à se référer. Et puis on voit qu'il garde aussi des ouvrages théosophiques. C'est les seuls ouvrages qu'il garde. Certainement au pied du maître de Krishnamurti, d'autres opuscules. Les seuls bouquins qu'il a gardés, c'est des ouvrages théosophiques. Mais on vous dit, oui, mais c'était au début, Mondrian, après c'est terminé. On n'a plus de traces. On ne sait plus s'il a continué à être membre ou pas. Et on ne va pas plus loin. Il faut un biographe comme Michel Sefort qui va... c'est pas un biographe académique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a connu Mondrian, qui a connu les peintres de l'époque, qui les a fréquentés, qui les a connus un petit peu de partout en Europe, et qui va les connaître, j'allais dire, de façon beaucoup plus intime, et qui va relever un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre de faire des ponts. Voilà, observer qu'on lui a prêté un livre théosophique, il va pour le rendre à Mondrian qui lui dit « T'inquiète pas, j'en ai un double exemplaire », alors qu'à cette époque, on pense qu'il est complètement sorti, j'allais dire, de la théosophie. On voit bien qu'il est toujours dans cette forme de pensée. Donc c'est un élément hyper important. Si on fait un travail purement classique, on va peut-être passer à côté. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est de faire des ponts. Ouais, de faire des ponts. Sinon, on est comme sur une autoroute, on suit. Et voilà, quoi. Pour moi, l'histoire, c'est une petite pelote de laine. On va trouver quelque chose, on va tirer le fil, et puis on va découvrir encore autre chose. Et il faut qu'on ait cette capacité à faire des ponts, de sauter de la littérature à la science, etc. Et là, je crois qu'on peut arriver à découvrir des choses. Puis, moi, je ne connaissais pas Kupka. Puis là, je me demandais les interprétations que vous avez faites de La Voix du silence, L'Âme du lotus, le triptyque de L'Âme du lotus. Est-ce que c'est vos propres interprétations à travers justement le pont entre la théo et... Oui, mais il y a déjà des historiens de l'art ou des biographes qui ont essayé de faire ces ponts. Hein. Okay. On voit bien que l'idée du lotus, l'âme du lotus, c'est très significatif. Hein. C'est une nouvelle naissance. Hein. C'est l'idée de la réincarnation, c'est l'enfant céleste. Hein. Il y a toute cette notion spirituelle, quoi. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez vu le film de Stanley Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace. Oui. Ça fait longtemps. Voilà. Et à la fin du film, on voit bien le personnage, on repart sous la forme d'un fœtus. Et il traverse tout le cosmos et on pense que il va y avoir une renaissance, quoi. Donc on est bien quand même dans la philosophie orientale avec ces cycles. Naissance, renaissance. Mais je sais qu'il y avait une période des orientalistes qui a été très prisée au début du 20e. Eh ben, on est en plein dedans. Ben oui, puis il y a eu des expositions extraordinaires sur les orientalistes. On est en plein dans cette période orientaliste, là, c'est évident. Il y a beaucoup de... si vous allez à Paris, il y a beaucoup de monuments avec des piliers palmiformes, avec des pyramides, des choses comme ça. Ben oui. Même sur les grands magasins, il y a des fleurs de lotus. Des fleurs de lotus, oui. C'est un des symboles majeurs de l'art nouveau, quoi, dans l'architecture. Ah oui, l'art nouveau, ben oui. Alors, on a beaucoup la fleur de lotus, hein, qui correspond à cette période orientaliste aussi, c'est évident. Oui. Puis là, est-ce que vous parlez de Paul Sérusier puis des nabis, puis là, est-ce que c'est bien documenté le lien? Il y a eu une exposition au musée d'Orsay sur Paul Sérusier. Et on a des documents qui sont dans un musée à Saint-Germain-en-Laye, dans la banlieue, la banlieue parisienne. Ouais. Parce que je pensais que les nabis, la période des nabis était très aussi influencée par, peut-être que je me mêle là, parce que c'est loin un peu, mais influencée aussi par l'art africain.
Il y avait quelque chose Ah, avec l'art africain. oui, oui. Ouais, je n'ai pas rencontré ça forcément, Non, mais non, peut-être. bon, maintenant, c'était tout un groupe, hein. Il pouvait y en avoir certains qui étaient plus, voilà. Mais en Ouais. fait, Dabi, voilà, hein, c'est un côté, ils ont voulu se donner une dimension ésotérique, voire groupe ésotérique, hein. Je ne sais pas s'ils faisaient véritablement de l'ésotérisme, dans le sens rituelique. Je n'ai pas trouvé de traces de rituel à ce niveau-là, au niveau de ces peintres, mais forcément, c'était des groupes de réflexion autour des grands sujets de l'ésotérisme de la Belle Époque et de l'occultisme. C'est évident. D'ailleurs, c'est eux qui en parlent les premiers à Gauguin, hein. Gauguin, au départ, n'est pas du tout branché forcément là-dessus, quoi. OK. Voilà. On a Maria qui souhaite intervenir. Le peintre, le peintre qu'on mentionne quelquefois en connexion avec la théosophie, c'est Nicolas Reury. Très riche, oui. Il y a même peinture, une de ses peintures dans le musée à Oui, Adyar. à dire. Je sais. Ouais, j'ai fait un choix un peu volontairement d'avoir traité cela par Weyrich. Je crois que Weyrich, il peut faire l'objet c'est vrai, d'une conférence à part entière. C'est vrai, éminemment théosophique, hein. Si on prend l'ensemble de ses toiles, notamment son expédition au Tibet, c'est une évidence, hein. Il part au Tibet à la recherche des maîtres de sagesse, quoi. Donc voilà, c'est une évidence. Ensuite, avec Elena Weyrich, bon, ils vont créer aussi un mouvement qui émane de la théosophie, qui est Agni Yoga, hein. Oui, Weyrich, c'est une évidence. Effectivement, cette toile s'appelle Le Messager, The Messenger. C'est ça, je crois. En fait, il existe 2 toiles du Messager. Et ce que voulait faire Weyrich, il voulait à Madras faire un musée de peinture du nom d'Elena Blavatsky. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a offert cette toile à Adyar comme étant la première toile d'un futur musée théosophique sous le nom d'Elena Blavatsky. Malheureusement, c'est pas allé plus loin, quoi. Voilà. Effectivement, il y a 2 toiles de cette œuvre. Elle est en double exemplaire. Il y en a une qui est bien à Adyar, oui, effectivement. Bien. Ben, merci pour toutes ces interventions. Sur le net, on peut voir les toiles de Weyrich. Elles sont vraiment très belles et magnifiques. J'ai une reproduction chez moi, d'ailleurs. C'est vraiment très beau. C'est très particulier aussi. Bien. Jacques, je vois qu'on en est déjà à tout près de 16 heures et tu voulais nous entretenir de Jean Delville. Oui, je serai peut-être très rapide là-dessus, parce que c'est vrai que là aussi, c'est très difficile de faire une approche un peu globale, parce que on peut très vite aller loin et puis ça peut prendre du temps. Mais je voulais vous montrer, c'était l'objet de mes dernières recherches, c'est ce fameux ouvrage que nous avons fait à plusieurs. OK. Est-ce que tu dois le présenter avec un partage? Ah oui, je ne suis pas en partage. Oui, alors oui. Merci. Je serai beaucoup plus bref, mais je veux vous en parler rapidement quand même. Alors, voilà notre ami Jean Delville. Jean Delville qui était théosophe, martiniste, franc-maçon. Voilà, il était un peu dans toutes ces sociétés-là et qui a été aussi secrétaire général
de la Société théosophique de Belgique. Alors pour les Belges, c'est un peintre éminent. Hein, il va commencer à côtoyer un petit peu les peintres de son époque dans les salons de la Rose-Croix kabbalistique autour d'un certain Péladan, qui se faisait appeler d'ailleurs le Sartre Péladan. Et ensuite, en Belgique, il va créer les salons de l'art idéaliste. Alors, moi, j'aime beaucoup, c'est très particulier, Delville, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà un de ces tableaux. Tous ces tableaux sont empreints de spiritualité avec ce... On n'est plus du tout dans l'art abstrait, vous l'avez compris, y compris avec les autres, mais on est vraiment dans ce qu'on va appeler la peinture symboliste du début du XXe siècle. Alors voilà Jean Delville avec Annie Besant. Et puis voilà Jean Delville ici, entre les deux, hein, avec la barbe, avec Krishnamurti qu'il connaissait très bien et dont il était très proche aussi. Moi, je voulais vous parler plus particulièrement au niveau de Delville, sans rentrer trop dans les détails, parce que je vois que l'heure tourne aussi. Je voulais parler de cette toile. Voilà, vous la voyez? Oui. C'est son fameux Prométhée. Le Prométhée de Jean Delville. Alors, de façon particulière, j'ai été appelé notamment par un écrivain qui avait fait la biographie de Delville, qui est sorti Delville et la contre-histoire. Cet écrivain s'appelle Daniel Guéguin, qui vit à Bruxelles, qui est français mais qui vit à Bruxelles, et qui voulait faire un nouvel ouvrage sur Delville et son Prométhée. Et l'ouvrage s'intitule Les deux Prométhées de Jean Delville, parce que son ami Scriabine, théosophe et pianiste russe, qui venait souvent à Bruxelles, lui avait demandé aussi ce dessin. Alors, ça ne se voit peut-être pas tant que ça, mais c'est un Prométhée beaucoup plus figuré, enfin, beaucoup plus, voilà, tout à fait différent. Pour moi, il est beaucoup plus orientaliste, celui-là. Hein. Donc, Scriabine avait demandé à Delville un dessin pour que ça figure sur sa pièce musicale. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Non, je ne crois pas. Oui. Vous voyez au bas, vous avez le logo de la société, avec les deux triangles entrelacés. Vous le voyez? Oui. Voilà, donc vous voyez, il a vraiment mis de la théosophie, y compris sur le livret musical du poème de feu, etc. Hein. Alors, il y a plein de choses là-dedans aussi, dans ce Prométhée qu'il a fait pour son ami Scriabine. Vous voyez, c'est une sorte de lyre. Tout autour, on voit que ce sont des fleurs de lotus, là. Vous voyez mon curseur? Je ne sais pas. Peut-être pas. Il y a des fleurs de lotus qui entourent un peu plus bas le visage de Prométhée. On voit que sur le visage de Prométhée, il y a une petite flamme qui sort d'entre les deux yeux. C'est l'Ashna. C'est la clairvoyance, quoi. On voit que la corde, elle a 7. La lyre, elle a 7 cordes. Eh bien, la corde qui passe où l'Ashna en haut, la pointe, se raccorde, c'est la 4e. Eh bien, si on revient au rayon de la théosophie, c'est le rayon de l'harmonie. C'est le rayon des artistes, etc. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça fait l'objet presque d'une partie de l'ouvrage, mais c'est
il n'y a que des symboles théosophiques là-dedans. C'est à nous de les découvrir, quoi. J'allais dire. Voilà dans cette deuxième œuvre de Prométhée pour son ami Sriabine. Et si l'on revient au Prométhée donc, de Delville, voilà son Prométhée. Alors, il faut savoir qu'avant d'en arriver là, Delville a fait un certain nombre d'épreuves. Hein. Au début, son Prométhée, il était enchaîné au rocher, suivant le mythe. Hein. Je ne vais pas revenir sur le mythe de Prométhée. Il est enchaîné à un rocher, il y a un oiseau qui vient lui manger le foie régulièrement, etc. Parce qu'il a trompé la garde de Zeus, etc. Et finalement, au lieu d'avoir un Prométhée enchaîné, après plusieurs épreuves, il en arrive à ça, Delville. Il nous livre un Prométhée totalement libéré. Et il dit lui-même dans un de ses écrits, le Prométhée que je vais vous livrer, que je vais peindre, en fait, il n'y a jamais eu un Prométhée dans l'histoire qui a été peint de cette façon et qui veut dire ce que je veux lui faire dire. Et là, ça a été complexe parce que Daniel Guéguin, donc, est un historien, un biographe, etc. Donc, il connaît parfaitement bien la vie de Jean Delville. Il y a aussi un historien de l'art qui s'appelle Sébastien Clairbois, qui a replacé finalement l'œuvre de cette œuvre-là de Delville dans son parcours artistique général. Et puis on m'a demandé finalement d'analyser cette toile par rapport à ce que nous disait Delville et qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de théosophique dans tout ça. Et j'ai fait un travail que je n'avais jamais entrepris jusqu'à présent. Ça m'a pris à peu près tout le premier confinement, quoi. Et je me suis mis la photo de la peinture au devant et j'ai essayé de faire des liens et des ponts avec les enseignements théosophiques. Et effectivement, quand on regarde la toile, on voit qu'au lieu de saisir le feu, puisque le mythe de Prométhée, ils veulent le feu aux dieux pour le donner aux hommes, je ne rentrerai pas dans les détails de toute la recherche, mais globalement, à partir de là, Prométhée va donner l'intelligence, voire la conscience aux hommes. Si on rentre dans la doctrine secrète et notamment la généalogie de l'homme, on est à la fin de la troisième vague d'évolution. C'est là que le mental arrive au niveau de l'homme. Hein. Donc on retrouve ça dans la doctrine secrète, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'après ça peut un peu se compliquer. Regardons par exemple que le feu que devrait tenir Prométhée, il tient là une étoile à 5 branches. Alors certains y ont vu l'étoile maçonnique, parce qu'il était aussi maçon, qu'on retrouve au 2e degré au grade de compagnon, mais cette étoile à 5 branches, on a parlé de l'homme de Vitruve aussi, c'est-à-dire l'homme qui se tient dans cette étoile à 5 branches, c'est-à-dire c'est l'humain finalement qui est devenu un dieu, comme le dirait Annie Besant, devenez les dieux que vous êtes, c'est-à-dire un humain qui a su éveiller tous ses plans de conscience. Cette étoile à 5 branches, c'est aussi cette symbolique-là que l'on retrouve en théosophie. Et cette étoile à 5 branches, c'est aussi le symbole de la grande loge blanche de la théosophie. C'est pas pour rien que l'ordre qui avait été mis en place au niveau de Krishnamurti s'appelait l'ordre de l'étoile. Et l'étoile, c'est l'étoile de l'initiation aussi. C'est Lucifer, le porteur de lumière. Là, on retrouve dans le mythe de Prométhée, on peut le rapprocher de Lucifer, le porteur de lumière. C'est sa chute qui va mener aussi la connaissance, du moins le mental, mental inférieur, mental supérieur, c'est-à-dire la conscience. Alors on voit que cette étoile à 5 branches, il y a une lumière qui émane de beaucoup plus haut. Donc on voit que ce n'est pas forcément Dieu ou quelque chose qu'on pourrait appeler comme ça, mais on dirait qu'il y a une force première, il y a une lumière première
qui vient illuminer cette étoile, qui pourrait être la représentation de la Grande Loge Blanche, hein, puisque c'est le symbole de la Grande Loge Blanche, c'est-à-dire des maîtres de sagesse. Et Prométhée pourrait devenir l'instructeur qu'on attend. C'est-à-dire, c'est l'instructeur qui va passer cette lumière aux hommes. Cette toile, elle est mise en place en 1907. Déjà, dans les écrits théosophiques, on attend l'instructeur. Et on sait que Delville attendait véritablement aussi l'instructeur, connaissait Krishnamurti, etc. Alors, si on continue à regarder cette toile, il faudrait qu'on ait un peu plus de temps, mais analyser également les couleurs qui ne sont que vibrations, hein, comme on l'a vu au niveau de l'abstrait. Je vous renvoie aux formes pensées, où on retrouve d'ailleurs cette étoile, hein, on retrouve la même étoile dans les formes pensées de Leadbeater, entourée d'un halo de lumière bleue qui représente le céleste et de lumière jaune qui représente le divin. Cette étoile, on l'a tout à fait, et Leadbeater décrit par clairvoyance le sens qu'on peut lui donner. Ensuite, on a aussi beaucoup de rangées autour du corps de Prométhée. Hein. L'orange, c'est la sainteté en Inde aussi. Hein. C'est la robe de safran, c'est aussi tout ça. On voit que les cheveux, par exemple, les cheveux sont électriques. Hein, on est aussi dans des vibrations. On voit derrière la toile, on a du mal à les voir, il y a la ronde des planètes. Ça nous rappelle les cycles planétaires, etc., de la théosophie aussi. On a les rondes et les cycles planétaires derrière. Et au bas, j'allais dire côté droit du tableau, on les voit un peu mal, mais on voit des hommes qui tendent les bras vers Prométhée, qui espèrent quelque chose, qui attendent de recevoir la conscience, la connaissance. Voilà, et donc une analyse plus minutieuse nous demanderait d'analyser le violet aussi, qui est tout autour, qui est une couleur de spiritualité. Et donc, en fait, on a, à la différence des autres toiles de Prométhée, où on le représente souvent enchaîné, au rocher, avec le remords, etc. Là, on a un Prométhée qui est véritablement libéré, qui est tout à fait conscient de l'acte qu'il a réalisé, et qui volontairement va permettre aux hommes de continuer leur voie d'évolution. Et il faut savoir qu'à la même époque, Jean Delville va écrire un petit opuscule en 1905. Le tableau va sortir en 1907. Il écrit un opuscule en Belgique, sous les auspices de la Société théosophique, la généalogie de l'homme selon la théosophie. Donc on voit qu'en même temps, il travaille l'anthropogénèse, on va dire la cosmogénèse et l'anthropogénèse de la doctrine secrète. Il écrit cet opuscule pour les membres de la Société de Belgique, qui est quelque part un abrégé de l'anthropogénèse, hein, la généalogie de l'homme. Et au même moment, il est en train de peindre sa toile. Donc il était évident qu'il y a eu entre la théosophie, ses recherches, et également cette peinture, quelque chose qui fait qu'il nous présente là un Prométhée complètement différent et un Prométhée, si j'osais dire un Prométhée théosophe, un Prométhée théosophique. Une peinture véritablement théosophique qu'on retrouvera également dans le dessin qu'il fera pour Scriabine, les allusions à la théosophie, aux principes théosophiques, aux enseignements sont multiples également et très présents. Voilà, pour ce soir, je crois que je vais en rester là parce que faire une synthèse entre ces différents peintres qui sont tous différents, on a vu que certains tiraient vers l'abstrait, d'autres comme Delville vers le symbolisme, d'autres peut-être plus figuratifs, plus dans l'art nouveau, mais on va dire qu'ils ont tous en commun d'avoir à un moment donné croisé la route et du moins les enseignements
de la société théosophique et en prenant un peu de distance et en lisant bien, en essayant de comprendre ce qu'ils ont voulu nous transmettre, eh bien, on voit que sous-jacent à beaucoup de leurs œuvres, on peut lire le message théosophique. Voilà. Aujourd'hui, cette toile se trouve à l'intérieur de l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean. J'aurais une petite question ou enfin, une curiosité qui m'habite dans ce Prométhée que Delville a fait avec l'étoile à 5 branches. Bon, tu as évoqué bon, que ça pouvait être le symbole, ben, enfin, que c'est le symbole de la Grande Loge Blanche. Il y avait aussi, il y avait ce lien qui existait entre, enfin, ils se sont croisés là, entre Delville et Madame Bezin et Krishnamurti. Enfin, ils se connaissaient. Il y a eu, et précisément à cette époque-là, l'avènement, en fait, on pensait ou on parlait de l'avènement du grand instructeur du monde, c'est-à-dire qui devait revenir et qu'on préparait au sein de la société théosophique, on préparait son arrivée ou son retour. Il y a eu différents en fait, on a tenté à un moment donné de créer certains rituels en préparation de ça, et notamment, on a parlé à un moment donné du rituel de l'étoile mystique. Est-ce que tu en as entendu parler? Est-ce que c'était en lien aussi avec le fait qu'on retrouve cette étoile dans la toile de Delville? Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu l'occasion de travailler un peu sur la plupart des rituels qu'on pouvait trouver à la Société théosophique à l'époque. La plupart du temps, on est évoqué la venue d'un instructeur. Et l'étoile mystique, c'est... Vous le connaissez, peut-être le rituel, vous l'avez peut-être vu à Adyar. Hein. En C'est fait, un rituel. oui, Non? ben j'ai pas vu le rituel lui-même. Ce que je crois savoir, c'est qu'il se rapproche beaucoup du rituel de l'ordre de la table ronde. En fait, l'ordre de la table ronde Voilà, serait beaucoup plus simple. Et oui, parce que je pense qu'on a l'instructeur aussi, hein, on a le fauteuil vide du maître, on a etc. Hein, dans la maçonnerie théosophique, on a aussi ce fauteuil vide du maître de sagesse. Donc on va retrouver globalement à peu près les mêmes ingrédients dans les différents rituels. Alors pour ce rituel de l'étoile mystique, il faut savoir que dans les années 1912, je ne veux pas dire une erreur, il y a eu un éphémère ordre du Temple de la Rose-Croix, un ordre du Temple de la Rose-Croix, fondé par Annie Besant, je crois qu'il y avait Wedgwood, donc un ordre, un rituel rosicrucial, d'accord, avec aussi la notion de l'instructeur qui venait, quoi. Et l'ordre a été fermé un peu avant la guerre de 14. Et notamment, Leadbeater disait que le rituel ne correspondait pas. C'est vrai qu'à l'époque, Leadbeater était le grand ritualiste. Et finalement, Annie Besant a fermé l'ordre du Temple de la Rose-Croix, qui prévoyait également, il y avait dans cet ordre de la Rose-Croix la spécificité théosophique de l'instructeur qui doit venir aussi, qui était matérialisé par des bougies. Hein, chaque instructeur avait une bougie et la dernière bougie, elle n'était pas éclairée parce que elle ne serait éclairée simplement à la venue du nouvel instructeur.
L'ordre, finalement, n'a pas perduré, mais un peu plus tard, Annie Besant demande à Jinara Jadaza, dont on a parlé tout à l'heure, elle lui dit, voilà le rituel fermé, donc de l'ordre du temple de la Rose-Croix, vois ce que tu souhaites en faire, ce qu'on peut en faire pour garder les éléments majeurs. Et Jinara Jadaza, à partir de là, reprend les éléments du temple de la Rose-Croix, met en place le rituel dit de l'étoile mystique et décide que ça serait un rituel ouvert à tous les membres de la société théosophique et pas simplement un ordre intérieur de la société théosophique. Et ce rituel de l'étoile mystique, en fait, il parle de tous les instructeurs de l'humanité, Pythagore, Jésus, Bouddha, etc., de tous les corps de métier de l'humanité. Et à la fin, est allumée une bougie pour l'instructeur qui est présent dans le monde. Parce qu'à l'époque, Krishnamurti était là et a toujours été considéré par les théosophes comme l'instructeur présent. Voilà, donc il y a ce lien-là. Si on prend, il y a d'autres rituels qui ont été faits à l'époque, notamment en Californie. À quelque chose près, on a toujours cette notion d'instructeur qui vient ou qui doit venir. Ouais. Et donc, il n'y a rien d'étonnant avec l'étoile. C'est l'étoile de l'initiation, c'est l'étoile des initiés, c'est l'étoile de la Grande Loge Blanche. Donc, c'est vrai que dans la toile là, de Delville, quelque part, Prométhée, ça devient l'instructeur du monde. Hein. Et quelque part, il transmet le message des maîtres à l'humanité qui est en attente. Là, c'est clair et net pour quand on veut avoir une lecture théosophique de cette peinture. Ça paraît évident et ça n'avait pas été fait jusqu'à présent. C'est Daniel Guéguin qui retrouvant des écrits de Delville où il disait justement que son Prométhée tout à fait différent et qu'il exprimait quelque chose de différent des Prométhées habituels qui, quelque part, je pourrais dire, nous a mis au travail et à la réflexion. Et merci beaucoup de toutes ces précisions. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent poser des questions sur cette dernière partie de la conférence dédiée à Jean Delville et Prométhée. Oh, on a André ici. André, il faudrait mettre ton son. Oui. Bon, donc, c'est lié à la troisième partie, mais c'est indirectement lié à Jean Delville. Étant donné qu'on est dans le parallèle entre les peintres abstraits, l'influence du mouvement théosophique, parce qu'au début de la troisième partie, tu as parlé à un moment donné de la représentation des mythes originels dans la peinture. Et puis, je ne sais pas si tu as déjà jeté un coup d'œil ou tu as entendu parler du Liber Novus ou le livre rouge de Carl Gustav Jung, qui était un psychiatre, c'est le père de la psychologie des profondeurs, le psychiatre suisse. C'est un livre qui est écrit, dans le fond, c'est tous ces contenus inconscients qu'il y avait en rêve. Et puis, il a peint des toiles, il a fait des dessins qui sont résolument là, des peintures là, symbolistes. Et lui, il connaissait parfaitement la doctrine théosophique. Il en parle souvent dans ses écrits. Puis ces toiles, même si lui-même, c'était un psychiatre là, qui vivait en même temps que Freud, ils se sont dissociés à un moment donné parce que Jung a été plus vers la mystique, tandis que Freud était absolument opposé à ça.
mais c'est tout ce qui se retrouve dans ce livre rouge qui était comme son livre secret, si vous voulez, là, un peu comme quelqu'un qui écrit comment dire, un journal. Ces peintures étaient vraiment en tout cas, c'était des peintures abstraites dans le même ordre que des peintres que tu nous as présentés. En fait, Jung se servait, il faisait souvent dessiner ses patients aussi, qui curieusement dessinaient des symboles dont ils n'avaient pas la connaissance particulière. Et il essayait de les interpréter à partir de là. Mais c'est vrai que Jung a été très proche des courants philosophiques, j'allais dire, spirituels de son époque. Quand il y a le premier congrès de la nouvelle éducation, on va voir que Jung va être présent, hein, comme beaucoup de psychologues aussi de l'époque. Hein. Bon, là, d'accord, on s'intéresse à l'enfance, mais voilà, c'est aussi les courants spirituels qui s'y intéressent. Jung a écrit sur la synchronicité, sur l'alchimie aussi. Hein. Il s'est intéressé à toutes ces choses-là, mais pour lui, c'était un moyen ben, lui, c'était normal. Il essayait de puiser à l'intérieur ce qui pouvait lui servir d'élément, de moyen de thérapie pour ses patients. Mais c'est une période très intéressante. Hein. Effectivement, il n'y a rien de séparé. Les personnages sont en lien, hein. Se rencontrent, se visitent, participent à des congrès, font le tour du monde, j'allais dire, hein, se retrouvent.